Vendredi 30 septembre, merci de nous regarder à Boma, ici dans le Congo central. C'est Magazine Kiosque est le dernier numéro de cette semaine. Bienvenue à vous. Ce matin, l'actualité, c'est la rentrée parlementaire dans les différentes assemblées provinciales. On va totaliser au total 22 assemblées provinciales sur les 24 qui vont opérer leur retour aujourd'hui, excepté les assemblées du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous le savez, ces deux provinces sont sous état de siège. Certainement que les présidents de ces différentes chambres au niveau provincial vont pouvoir revenir sur les grandes questions d'actualité concernant spécifiquement leur province. Peut-être dans le Maïndombe, le président de l'Assemblée provinciale de la province va revenir sur la situation d'insécurité avec des tueries qui sont enregistrées depuis bientôt un mois au nord et aussi d'Ubangi. Certainement, les présidents de ces deux chambres vont pouvoir revenir sur la présence supposée ou la présence signalée des forces étrangères le long de la frontière avec la République centrafricaine. Vous le savez, la RCA partage une bonne partie de ses frontières avec la RDC dans la partie nord, plus précisément avec les provinces du nord et du Ubangi. Autre province concernée aussi par des questions d'insécurité, c'est la ville-province de Kinshasa. Ici, on parle du banditisme urbain. Aujourd'hui, la police a opéré un grand bouclage dans les communes de Lingwala et la commune mère de Kinshasa. Question de traquer ces renégats de la société. La province du Lualaba, toujours pas un gouverneur, c'est la gouverneure ad intérim qui fait toujours l'intérim. On ne comprend pas la situation de Mouyej et on ne comprend pas non plus cet intérim de Fifi Masuka. Donc c'est un peu une situation juridico-politico très compliquée. Bref, c'est la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Il faut prendre cette menace du président du Sénat au sérieux. Modeste Bahati Lukwebo dit vouloir faire application des dispositions du règlement intérieur. Vous, les sénateurs, vous êtes donc avertis. Plus de 3/4 d'absence pendant la session. Invalidation pure et simple, excepté les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, qui a un statut particulier à lui, tout comme aussi ATM, Alexis Tambe Mwamba, lui qui, selon les speakers de la Chambre haute, a demandé un déplacement en vue des soins médicaux. Remous au sein du Sénat, on en a parlé lors de la rentrée, qu'il y aurait une pétition pour en vue d'obtenir l'éviction du président du Sénat. Est-ce qu'il s'agit d'une revanche? Il ne faut pas tout politiser. Il n'y a pas un travail sans contrepartie, tout comme il n'y a pas un salaire sans contrepartie. L'État paye les sénateurs et les sénateurs doivent être là pour travailler pour le pays. N'est-ce pas, d'où Jésus Bélédou? N'est-ce pas? Très bien. Merci de l'invitation. Si Bonjour. déjà vous m'accordez la parole. Bonjour Serge Kabongo. Je suis très heureux de retrouver ce plateau et votre brillante présentation. Je salue également des invités. Effectivement, la question du Sénat, telle que vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il ne faudrait pas tout politiser. Les sénateurs sont payés justement pour faire leur travail et justement, ils doivent être présents aux plénières. Lorsque un sénateur sèche, d'ailleurs c'est les règlements intérieurs, tout sénateur est censé le maîtriser, article 245 je crois, du règlement intérieur du Sénat, lorsque vous vous absentez aux plénières, aux 3/4 des plénières, eh bien, tirez des conclusions, vous savez que la conséquence, elle est logique, soit vous serez invalidé, et c'est ce que le président du Sénat veut justement appliquer. Et je pense que déjà on a senti une mobilisation. Hier on a vu, je crois avant-hier ou hier, on a vu Alexis Tambe Mwamba. Et malheureusement on n'a pas vu certains sénateurs qui continuent à être absentéistes. Il y a notamment Roubouye, l'ancien questeur je crois. Et je crois qu'il n'y a pas à politiser. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. D'où Jésus Bélédou, à qui nous réitérons nos soutiens. Vous ne le savez peut-être pas pour les uns, peut-être pour les autres. Il venait il y a un mois de connaître l'incendie de sa résidence sur l'avenue Lubudi, ici. Tout était donc calciné. On n'a pas voulu dire ça, d'autant plus que c'était une question qui les concernait personnellement. Je crois qu'il est de retour et Dieu a fait grâce. Les remerciements également à tous les soutiens, tous ceux-là qui avaient manifesté leur sympathie.
précisément notre président des journalistes de Kitambo, Edmond Izuba. On espère qu'il va passer aujourd'hui pour concrétiser sa promesse. Allez, à côté de Doujé Zubeledou, lui, il est à sa première participation à ce magazine. Alors, je vais vous le présenter. Il s'appelle Faustin Kambala. Bonjour Faustin. Bonjour M. Serge. Karibu Kiosque. Hein? Merci. Abari. Mouzuri. Ah, il vous arrive de suivre de temps en temps Kiosque. Vous savez que Kiosque, c'est une émission la plus aimée. Merci. De toute la population. Merci. Et une fois qu'il est 9h, chacun s'organise pour ne fût-ce qu'assister quelques minutes à cette émission. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir puisque je fais quand même ma première apparition à l'édition de ce jour. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire aux téléspectateurs et auditeurs pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, parce qu'on va parler d'une question spécifique pendant 5-10 minutes et je vais vous libérer. Allez, on fait le tour plein de ce plateau avec un autre invité qui ne plie à présenter, Joseph Kongolo, notre analyste, mais aussi consultant, maison. Bonjour. Bonjour Serge, bienvenue. Bonjour, bon retour surtout. C'est les grands retours aussi. Hein. Oui, j'ai fait un petit crochet à l'intérieur de la République. Ah oui, ah oui. Et je suis de retour. Moi aussi, j'avais fait un petit crochet. D'accord. Lubumbashi. Très bonne chose, oui. Sandoa, Kassaji, okay. Dilolo. Ça, c'est une très bonne chose. La réalité de l'intérieur du pays, c'est pas ce que les gens nous racontent ici. Hein. Oui, c'est parce que les gens nous racontent. J'ai trouvé notre discours, je trouvais d'autres réalisations qui ne sont pas connues de Kinshasa. Et je pense que les gens doivent faire un effort, ou encore les services de presse doivent faire un effort considérable pour présenter, n'est-ce pas, ce qui est... Même nous, journalistes, nos analyses parfois, c'est par rapport aux réalités et donnes de Kinshasa. De Kinshasa, mais je suis allé à Kolosi, j'ai vu tout ce qu'on nous rabat ici comme action ou comme administration, mais c'est nul, excusez-moi. Ah, mais justement, hein? Les mines de Kolosi ne bénéficient qu'à la ville de Kolosi. Les mines de Kolosi ne bénéficient pas aux populations de Sandoa, ne bénéficient pas aux populations de Kapanga, ne bénéficient pas aux populations de Kassaji. C'est un grand village du Lolo, j'ai été dessus. Ah voilà, justement, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on veut se concentrer sur ce qui se passe dans la capitale, alors que l'arrière-pays, là où d'ailleurs la majorité de la population vit, il y a d'autres réalités. Merci. Vraiment d'autres réalités. Très bien. Allez, si je peux placer un mot aussi, 30 secondes. Allez-y, vous savez, les problèmes au Congo, c'est que la gouverneure actuelle, moi j'ai été aussi à Kolwezi l'année passée, au lieu de poursuivre les chantiers commencés par Mouyej, je ne sais pas, par règlement de conflit avec le gouverneur Mouyej, elle a tout arrêté en termes de travaux, elle a recommencé ses propres travaux. Ah oui. La conséquence est que lorsque vous allez notamment à Kolwezi, vous allez voir, c'est un grand chantier et on ne finit pas ces chantiers-là simplement parce que elle n'a pas voulu poursuivre ce qu'a commencé Mouyej. Pourtant, sur le principe des continuités des affaires de l'État, elle devrait commencer par là. Et donc, lorsque vous grattez, vous comprenez clairement que cette question ne veut même pas être abordée dans le média et il se pose un problème d'intérêt financier parce que si nous poursuivons ces travaux ici, nous n'allons pas gagner. Il faut commencer à introduire de nouvelles factures, de nouveaux dossiers, ça nous rapportera un peu d'argent. Et donc, il faut que cette situation cesse dans cette partie du pays parce que ça ne fait que régresser notre pays. Merci beaucoup, Doujé Zubeledou. Ça, c'est des analyses de journalistes, c'est-à-dire quand nous voyageons, il nous arrive de parler directement avec les concernés, de parler directement avec les administrateurs du territoire, les chefs des quartiers, et comme disait quelqu'un, croyez en ce que nous vous disons. Allez, Faustin Kambala, avec vous, 4-5 minutes, rapidement, je dois vous libérer pour que nous puissions aborder nos questions de chaque jour. Je vous ai invité ici spécialement dans cette affaire de Africom Commodity et la société Triomphe, qui est de bruit sur la toile, qui est de bruit dans des médias. On parle d'un détournement ou d'une malversation de plus d'1 million de dollars, des fonds sollicités auprès du FPI et des fonds qui n'ont pas été servis pour le besoin de la cause. Vous, je vous ai croisé à Boma et ça fait quand même quelques mois, mais quand je suivi ces débats, rebondir, j'ai demandé à ce que vous puissiez quand même nous éclaircir sur ce partenariat entre Africom Commodity, je ne sais pas si c'est la même Africom de ces messieurs complets qui a été expulsé ici, ou bien c'est une autre nuit Luc Africom. Merci Serge, c'est vraiment important qu'on puisse éclairer l'opinion sur cette question. Vous le savez aussi bien que moi, Africom Commodities a tissé un partenariat avec l'État congolais pour constituer la société qui s'appelle Triomphe RDC. Cette société avait pour objet social la fabrication des engrais en vue de lutter contre l'insuffisance alimentaire.
Et au sein de cette société, l'État a participé à hauteur de 30% en versant 12 millions de dollars et Africom devait verser pour sa part 32 millions de dollars. Une question avant que nous puissions poursuivre. C'est la même entreprise Africom qui a fait débâcle avec Boukangalonzo ou bien c'est la nouvelle? C'est la même entreprise et les faits sont intimement liés. C'est pour cette raison que vous avez même effleuré le problème de l'expulsion de M. Grobler. C'est le même Grobler qui est parti, qui a abandonné l'entreprise depuis 2017 et qui est revenu en 2021. Et en revenant, il a estimé que l'ancien pouvoir était hostile aux investisseurs et qu'il était en mesure d'accompagner la vision du chef de l'État. Nous l'avons accueilli. Il vient avec ses prétentions. Et pensant que l'entreprise, qui a été d'ailleurs constituée à 80% puisque tous les travaux n'étaient pas achevés, l'entreprise a été laissée inachevée. Le DGA qui provenait de l'État congolais a géré l'entreprise dans ces conditions-là. Et lorsque Grobler est arrivé, nous avions pensé que maintenant là, on va fabriquer les engrais, on va inonder notre marché pour que Kinshasa ainsi que les provinces ne puissent pas souffrir de la carence alimentaire. Malheureusement, lorsque le monsieur revient, une assemblée générale s'est tenue, les dispositions ont été prises pour la relance, il a renouvelé ses administrateurs dans la société. Moi-même, j'avais représenté la ministre du portefeuille à l'assemblée générale. Et au lieu que les travaux reprennent, qu'on fasse un diagnostic sérieux sur le fonctionnement de l'entreprise, c'est des conflits sur conflits. La fameuse histoire de 1,3 million, c'est une honte. C'est une honte pour les compatriotes congolais. D'abord, il ne s'agit pas d'1,3 million. C'est combien? Il s'agit d'1 million, je crois 34 000 dollars, que FPI a accordé à Triomphe RDC en 2018. En quelle année? En 2018. Et en 2018, Madame Princesse Adèle Kaïnda n'était pas ministre du portefeuille. Madame la Même ministre, Tshisekedi. même l'actuel chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'était pas président de la République. Okay. Comment on peut prendre les faits de 2018 pour les imputer à quelqu'un en 2022? Quelle mauvaise foi, quel sens d'irresponsabilité. Les éléments sont là, les documents sont là, le fonds est traçable dans les différentes banques qui ont reçu le fonds. On n'a qu'à interroger la banque. Il s'agit d'un montant accordé, un prêt accordé à Triomphe RDC en 2018 et le montant était de 1,34 ou 32 000 quelque chose. C'est ça la réalité dans cette affaire. C'est ça la réalité et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Mais vous pouvez vous poser la question pourquoi tout ça, ça vient. Justement. On ne comprend pas, il y a eu Assemblée Générale, en définitive, les travaux devraient reprendre, mais j'ai ouï dire aussi que Kobler avait quitté les pays, c'est parce qu'il avait des mailles à partir avec la justice congolaise. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes Congolais qui les défendent. Comment tout ça est arrivé? Lorsqu'il y a eu Assemblée Générale, avant l'Assemblée Générale, il était question, puisque il y a eu quelque chose, un précédent, c'est que les 32 millions devant constituer la participation de Africom, comme on dit, à la constitution de la société, n'était pas prouvée. Ah bon? Il était question que pour répartir les parts sociales, puisque l'État congolais a donné la preuve du versement de 12 millions. Mais l'usine a été achetée en Afrique du Sud par Africom, comme on dit. Il a estimé, selon lui, le prix de l'usine à 34 000 dollars. 30 millions peut-être. 30 millions de dollars. Oui. Mais il y a eu un auditeur indépendant, AFAP, qui a été requis par l'État congolais pour faire l'expertise technique de l'usine. Il s'est dit que l'usine est loin de coûter ce montant-là. C'est même moins de 15 000 dollars, 15 millions de dollars. Le document de AFAP est là.
Alors on s'est dit, si tel est le cas, évaluons la participation de chaque parti. Est-ce que l'État congolais doit maintenir sa participation à hauteur de 30% et le partenaire sud-africain doit demeurer avec 70%? Pendant que nous étions en train d'examiner, puisque cette question a été examinée au ministère du portefeuille, Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, a mis en place une commission. Je vais donner la parole aux amis. Oui, allez-y rapidement. Mais oui. Cette commission a été récusée par Africom. Et finalement, nous nous sommes dit, pour faire la paix de braves, convoquons une assemblée générale, mettons en place le conseil d'administration et que cette question soit traitée en conseil d'administration. Malheureusement, en conseil d'administration, le monsieur n'a pas voulu qu'on parle de la question et directement, il a rebondi sur d'autres considérations, notamment le détournement, tout ça. Voilà le nez du problème. Très bien. Je crois qu'on va se limiter là pour aujourd'hui. Beledou, d'où Jésus, un mot? Non. Hein? Bon, non, bon. Africom, vous avez tiré sur Africom, comme on dit ici. Bon, je n'ai pas tiré sur Africom. Moi, vous avez rétabli les faits. Je me suis appuyé sur les rapports de l'IGF. Oui. Lorsque l'IGF vous dit que cette société est une nébuleuse, créée en 2011, cette société gagne un marché des Bukangalonzo de plus de 200 millions de dollars en 2014, 3 ans d'existence, immature pour gérer un tel marché, mais quand même, on le confie ce marché-là et on connaît, on maîtrise les débats de Bukangalonzo. Et lorsqu'on nous parle des surfacturations... Donc il y a encore un deuxième marché qu'on avait confié à Africom. Et justement... Donc à part Bukangalonzo, Africom était aussi dans un autre dossier, Serge, par exemple, des triomphes. Serge, c'est un scandale. Nous avons l'habitude, coutume de quitter et de sortir du pays. Moi, personnellement, je viens de New York. Oui. Vous voyez les infrastructures routières. C'est vrai que Paris ne s'est pas construit en un jour. Mais au moins, on n'a pas ces échos chaque matin des détournements des millions. Voyez-vous, mais nous sommes dans un pays aussi pauvre que la RDC où tous les secteurs sont prioritaires, mais on a des partenariats avec des sociétés comme Africom Commodity qui fait une surfacturation. Et à entendre mon confrère, excusez-moi, je suis habitué avec le consultant sur le plateau de télévision, vous achetez un truc que vous déclarez qui coûte 30 millions de dollars, alors qu'en réalité c'est 10 millions ou 15 millions de dollars, vous prenez 60% de l'argent décaissé, 70%, c'est quand même cruel. Très bien. Et donc il faut qu'on arrête avec ça. Les dommages dans tout ça là, c'est les Congolais qui passent dans des médias, qui passent à la justice pour défendre ces firmes-là. C'est bien dommage. Malheureusement. Allez, on va aller. Merci beaucoup à vous, cher Faustin. Oui. Oui, un seul mot, c'est que lorsque l'entreprise Africom revient à l'Assemblée générale, elle nous signale que désormais, elle ne va pas s'appeler Africom Commodities, elle va s'appeler Africom Agri. C'est toujours comme ça. Nous nous interrogeons pourquoi Africom Agri. Non, nous amènerons les éléments de preuve pour vous dire ce qu'il y a. Mais en réalité, ce qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que cette société était frappée d'une décision de faillite en Afrique du Sud. Ah bon? Et avec ça, elle n'était pas éligible au crédit. Mais comment on peut demander à l'État congolais de ne pas vérifier en détail les partenaires avec lesquels il doit contracter? Et lorsque, dans la rigueur de Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, dans sa rigueur légendaire, elle veut vérifier pour savoir si les informations que nous avons reçues avec preuve à l'appui sont fondées, non, il faut fomenter des dossiers, imputer des faits juste pour nuire ou salir l'image d'une personnalité qui n'a jamais trempé dans la malversation. Merci monsieur Faustin pour tous ces éclairages sur la question de Africom Commodity. Moi quand on cite Africom, ça me fait toujours penser à Bukangalonzo et ça me fait très mal et ça me fait toujours penser à Matata Pogno Augustin. Madame, Messieurs, merci beaucoup à vous. J'espère vous retrouver très prochainement. Merci. Rentrée parlementaire dans les assemblées provinciales. Joseph Kongolo, quel discours pour le président des assemblées provinciales. Mais je pense que c'est des questions aujourd'hui qui sont débattues par Kinshasa, mais qui revêtent des caractères un peu provincial par rapport aux spécificités de chaque province. Pour la ville de Kinshasa, par exemple, aujourd'hui, l'actualité, qu'on ne veuille ou pas, Godem Pouy Kadima va revenir sur la question des embouteillages. Il va revenir sur la question principale, à mon avis, c'est l'insécurité urbaine. Oui. Bien, merci beaucoup pour la question. Je pense que le problème de l'insécurité a toujours existé en République démocratique du Congo depuis un certain temps. Même dans les grandes villes africaines. Même dans les grandes villes africaines mondiales, vous avez toujours le problème d'insécurité qui existe.
Mais particulièrement pour ces temps, l'insécurité en République démocratique du Congo, l'exacerbation de l'insécurité urbaine sont liées tout simplement à l'impasse d'une certaine classe politique face aux élections de 2023. Le M23, et ça, je m'engage, le M23 et la généralisation de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national n'est pas un fait de hasard aujourd'hui. Ah oui. Au-delà de l'insécurité de tous les jours que nous connaissons de Koulouna et ainsi de suite, ça prend quand même des proportions. Effectivement, ça prend tout en bas la politisation, tout simplement, de cette insécurité ici. Et ça saute aux yeux. Ça saute clairement aux yeux. On arrête des inciviques avec des armes, avec des revolvers silencieux. C'est pas correct. Partout, vous avez la guerre, par exemple, ici dans le Bandundu. C'est une guerre dont on ne connaît pas les acteurs. On dit qu'il y a une main noire. Donc tout le monde comprend qu'effectivement, à l'approche des élections, comme le régime passé, qui est passé à l'opposition aujourd'hui, qui n'a pas des armes politiques. Qui ne s'assume pas. Qui n'a pas des armes politiques. Qui ne s'assume pas à l'opposition. Ah, exactement. Ouais. Qui n'a pas des armes politiques pour contrer le régime de Félix. Ou qui a des armes insuffisantes. Eh bien, il préfère aller dans son domaine de prédilection, c'est l'armée. Parce qu'ils sont venus au pouvoir avec l'armée. Ça fait des accusations gratuites. C'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Je vous dis que la généralisation de l'insécurité, d'abord, nous a été promise par Chadari. À un certain moment, il a dit qu'il va mettre le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et nous sommes, personnellement, je suis en train de constater que c'est ça l'arme qu'ils avaient. C'est la seule arme qu'ils avaient. C'est cette insécurité qui est grandissante dans l'ensemble des grandes villes. Est-ce que vous comprenez la psychose qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, oui, d'où je suis Bélédou, la psychose, par exemple, dans les deux provinces du Nord et du Sud de Bangui. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se dit dans les réseaux sociaux, c'est des documents authentiques ou c'est pas authentique. Les chefs de service de l'ANER de chez moi à Libengue écrit au gouverneur de la province, à l'ANER Gemena, on confirme les faits, à Zongo. Vous comprenez un peu cette psychose dans laquelle le pays est plongé aujourd'hui, avec les Maïndombe aussi. Mais justement, moi je pense que je ne partagerai pas totalement ce que a dit, mais en partie. Il faudrait pas. C'est une culture désormais au Congo. On a l'impression, lorsque vous interrogez même les étrangers, on a l'impression de rejeter la faute aux autres sur des responsabilités qui nous concernent. La sécurité nationale est une responsabilité d'abord. C'est une responsabilité de Tshisekedi, c'est une responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est une responsabilité institutionnelle. La police, l'armée, etc. Ouais. Avant de pointer du doigt, je ne sais pas, les FCC, Chadari, etc. Mais ceux qui sont aux affaires n'ont pas à se plaindre. Justement, c'est ça le nœud de problème. On le constate aujourd'hui, je vais commencer par le Rwanda. Le Rwanda qui n'a pas une superficie de Kinshasa. Le Rwanda qui n'a pas une densité de Kinshasa. Au niveau de la population à Kinshasa, nous atteignons les 20 millions d'habitants. Le Rwanda n'en a pas. Au niveau de la République démocratique du Congo, du haut de nos 2 450 quelques 1000 km², le Rwanda en a à peine 26 000, quelque chose comme ça. Mais c'est le Rwanda qui agresse la RDC et que la RDC continue à crier à la complicité, à une main noire. Et pendant ces temps, quelle est la responsabilité du Congo? C'est ça la bonne question à se poser. Et cela ne doit pas avoir des répercussions sur le plan interne. S'agissant par exemple de la situation de Madolema Inombe, Serge Kabongo, je me questionne. Il est vrai que les efforts du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sont en train d'être faits. Au moment où nous faisons cette émission, il y a les chefs coutumiers Teke et Aka qui sont en tractation ici à Kinshasa au ministère de l'Intérieur. Il semble que les problèmes ce n'est plus ça fait 2 jours, 3 jours aujourd'hui où on tente de trouver une solution. Mais lorsque vous posez la question aux chefs coutumiers, ils vous disent clairement le problème ce n'est pas nous. Voilà. Lorsque vous voyez, j'ai suivi hier la déclaration des ministres du Grand Bandundu, tous disent, nous sommes allés voir le Premier ministre parce qu'il y a une main noire. Nous sommes convaincus de cette main noire. Quelle est cette main noire? Mais c'est quoi l'enjeu? Justement, posons-nous la bonne question. C'est quoi l'enjeu qui ferait en sorte qu'il y ait une main noire dans le Grand Bandundu et que les gens sont traitus? Un fait qui n'existait pas il y a 2 ans, par exemple. Ce n'est pas une culture. Le Bandundu n'a pas connu. Ce n'est pas une culture du Grand Bandundu. C'est ça. Regardez ce qui se fait à Kwamout. À Kwamout, au moment où nous faisons cette émission, je n'aimerais pas dramatiser les choses. Il n'y a jamais eu cette histoire au Bandundu. La population s'est vidée de Kwamout. Simplement parce que il y a une psychose qui reste là. On tue, on place les têtes des gens sur... comme les Vikings le faisaient à l'époque. Et ça traumatise les gens. La population fuit aujourd'hui. Mais les chefs coutumiers à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous récusons tel chef coutumier,
Nous, ce n'est plus notre problème. Le problème, c'est les politiques qui tirent des ficelles. Alors, moi, je pense qu'on doit recourir à ce qu'on a vécu avec Kamwena Nsapu, Serge Kabongo, parce qu'on ne peut pas continuer à tenir l'argument. C'est là où votre argumentaire... justement, l'argument selon lequel il y a une main noire et tout le monde s'est plaint. S'il faut une unité spéciale, parce que Mouzito nous a dit, on a suivi les déclarations, qu'il y aurait moins de 5000 personnes, par exemple, dans les 5000 militaires et policiers, pour contenir la situation dans les Maïndo. C'est moins de 5000. Alors, s'il se pose un problème d'effectif, que je ne confirme pas d'ailleurs, mais je pense, je réfléchis à haute voix, pourquoi ne pas mettre une unité spéciale? Les grands Bandou, c'est la porte de Kinshasa, Serge Kabongo. Alors, j'ai une question à vous poser à vous deux. Ce n'est pas que ça participe, je ne crois même pas en ce que je vais dire tout à l'heure, à une sorte de stratégie. Nous avons un front militaire à l'est du pays, là où on devrait concentrer une bonne énergie et un bon nombre de nos militaires pour venir à bout de cette agression extempiée M23. On nous distrait en créant certaines poches d'insécurité pour nous détourner de l'objectif. Dans l'entretemps, on va dire, bon, les Nord-Oubangué, les Sud-Oubangué aussi, la frontière avec Mobaïmbongo, Libengue-Zongo, il faut renforcer aussi les militaires. Alors, décharger un peu les Nord Kivu et de l'Ituri de ces militaires. Est-ce que ça ne participe à ça? Envoyer, comme vous avez proposé là, une unité spéciale avec des armements. Est-ce que ce n'est pas dégarnir un peu notre rang? Ça ne participe pas à quelques stratégies? Non, je pense qu'au niveau sécuritaire, il y a des informations qui nous échappent. Généralement, les informations sécuritaires sont très bien filtrées et c'est les actions qui sont beaucoup plus vues. Mais je ne pense pas non plus que l'armée congolaise ou la police soit débordée par la situation sécuritaire qui se fait par exemple à Kinshasa. À Kinshasa, il est vrai que le Koulouna, c'est notre train quotidien. Mais aujourd'hui, moi je ne le confirme pas, j'étais en dehors du pays, il semblerait, on ne le confirme pas sur des informations que nous avons de gauche à droite, que deux individus suspects que la population constate, trouve dans les rues, etc. Les Koulouna, la montée des Koulouna. Est-ce que pour contenir le Koulouna dans ce pays, à Kinshasa par exemple, la police va nous dire qu'elle est débordée, le général Kassongo est débordé? Je ne pense pas que ce soit une question qui dépasse ou bien qui va créer une diversion pour que les rebelles, les M23, etc. Gagnent le terrain à Kinshasa. Je pense simplement que il nous faut des actions d'envergure. J'ai suivi, il y a 2 ou 3 ONG qui faisaient des déclarations sur ce qui se passe dans le Maïndomé. Oui. Nous suivons de près, il ne faut pas que l'on tue les populations, etc. etc. Mais posez-vous la question aux chefs coutumiers qui sont ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, Likamboza les sous bisoté, Likamboza bato bayakara bangombe. Certains l'ont dit, certains l'auraient dit. Bato bayakara bangombe, depuis Bayawa, on ne les maîtrise plus. Ils se disent être des Congolais, mais quand ils traumatisent, ils tuent. Ils rentrent dans la brousse ou bien ils vont dans la savane et les populations, par peur, ils disparaissent aussi, etc. Mais c'est exactement la méthode de l'Est du pays, Serge Kabongo. Exactement. À l'Est du pays, quand vous allez dans les Massissi par exemple, parce que moi j'y étais, qu'est-ce qu'on fait lorsque ces infiltrés font leur raid? Ils arrivent dans les villages, ils tuent les responsables du village, ils créent la psychose, ils mettent les têtes de gauche à droite, ils créent la psychose, et lorsque la population fuit, on s'installe. Est-ce que la situation ne revient pas sur la table? Ça c'est votre question. C'est ce que je dis. Moi je pense qu'il faut dépasser les clivages d'une guerre tribale entre les Yaka et les Téké, qui ont d'ailleurs vécu pendant longtemps ensemble sans qu'il y ait ces genres de situations. Merci. Il faut amener la dimension hautement sécuritaire, déplacer une unité spéciale. La police, l'ANER, doit se focaliser sur ces zones-là, parce que si cette situation n'arrive pas à être contenue bien avant, nous risquons de voir Kinshasa en feu. Et je ne le souhaite pas, mais nous craignons, ce sont des analyses, parce que c'est la porte de Kinshasa. Vous vous posez des hautes et bonnes, je dirais même intelligibles questions et à haute voix. Voilà. Vous ne les confirmez pas, vous faites des analyses. Des analyses. Vous faites des prospections. Exact. Vous faites des perspectives. On n'a que ce pays, Serge Kabongo. Voilà, très bien. J'adhère totalement à ce que Jésus Beledou vient de dire tout à l'heure. Il faut dépasser le niveau des conflits locaux. En fait, le problème se trouve à un niveau supérieur. Parce que, comme il a dit, il a rapproché les méthodes avec celles qui se font pratiquement à l'est de la République. Donc, forcément, une traçabilité à faire à partir de la méthodologie appliquée sur le terrain et une traçabilité à faire. Et là, c'est le service de sécurité. Les amis d'intelligence, c'est ça leur rôle. Vous savez, dans le Bandundu, dans la ville de Bandundu, on a arrêté 2 qui sont d'origine rwandaise. Ça a été clair.
ce sont des gens, ce sont des personnes ressources qui peuvent donner suffisamment d'informations. Comment ils sont arrivés là? Comment ils sont arrivés? Ils étaient armés, ils ne connaissent pas la langue locale et ils sont arrivés là. Donc c'est des personnes ressources qui peuvent donner, n'est-ce pas, des informations précises. Et je crois que c'est le travail qui est en train d'être fait par les services d'intelligence. Mais au-delà de tout ça, je crois que les services d'intelligence doivent aller au-delà pour chercher la source et peut-être avoir des pistes qu'il faut pour pouvoir arrêter un peu. Je ne crois pas que ça participerait à une stratégie du genre créer beaucoup de foyers de tension le long des différentes frontières ou soit à l'intérieur du pays. Question que l'on puisse s'écarter un peu de l'objectif qui est Bunagana. Question de se dire, envoyer quand même des militaires à Zongo, à Libenge, à Gemena, au lieu de vous concentrer un peu sur Bunagana. Ça peut être aussi, ce que vous avez dit, c'est aussi une analyse correcte. Ça peut être un pion. Vous avez suivi Kagame, par exemple, à l'Assemblée générale. Il a demandé des négociations. Mais avant de demander des négociations, on ne négocie pas quand on est en position de faiblesse. On voudrait se mettre en position de force pour pouvoir entrer en négociation avec les autres. Est-ce que ça n'obéit pas à cette stratégie d'instabiliser, n'est-ce pas, le territoire national et peut-être avoir un peu de plume pour pouvoir négocier avec le président, avec les Congolais. Donc, je crois que ça entre dans la stratégie. Ce n'est pas en dehors de la stratégie. Est-ce que la classe politique congolaise, elle prend au sérieux ou à cœur cette question? Malheureusement, c'est ça la carence que nous avons dans notre classe politique. C'est ça la carence. Parce que c'est visiblement... Apparemment, c'est une affaire soit de Tshisekedi ou des médias. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Regardez seulement les réactions des opposants. Ceux qui se disent opposants aujourd'hui. Quand la République est en menace, est menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Parce qu'ici, nous sommes à l'intérieur et de l'extérieur. Alors, quelle est l'attitude à prendre? Non, ils n'ont pas besoin que la République soit à l'unité nationale. Ils ont peut-être besoin, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, que ça soit une psychose pour que ça puisse un peu égrener la force du président. La force du président. À quelques jours amener même à la négociation. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous voyons? Au-delà de tout ça, nous voyons qu'il y a des gens qui, de la main gauche, cherchent les élections en 2023, et de la main droite, ils ne veulent pas que cette élection ait lieu parce qu'ils mettent l'insécurité partout pour qu'on justifie, n'est-ce pas, le report des élections. Pourquoi? C'est tout à fait logique et normal. Et moi, je dis, c'est toujours politiquement correct. Quand on est en position de faiblesse, on tente par tous les moyens pour se donner des plumes, être en position de force. Si c'est pas possible, carrément, on brouille les choses pour, en attendant, n'est-ce pas, les jours à venir, quand on va reprendre un tout petit peu de plumes. Donc, c'est correct, c'est politiquement correct. Mais est-ce qu'il faut tuer? Est-ce qu'il faut tuer? Non, la politique, c'est pas avec le sang. C'est pas avec le sang. On a donné l'intelligence, on a donné d'autres moyens pour pouvoir brouiller toutes les cartes, essayer de se mettre, n'est-ce pas, en relief, mais pas forcément faire couler le sang des paisibles citoyens. Je crois que là, ce n'est plus de la politique. Joseph Kongolo, je ne sais pas, vous allez un peu puiser dans votre intelligence pour essayer de répondre à ma préoccupation. Après les discours du président de la République, un discours salué dans tous les salons, quelle est la nouvelle recette? On doit encore poser où pour cette question sécuritaire? Je ne dis pas qu'ici on doit avoir un Congo où c'est stable comme au Sénégal. Même au Sénégal, ils ont des problèmes aussi. Ouais. Mais pour que quand même la situation bouge, quelle nouvelle recette? Avec le Rwanda, c'est le dialogue. On a commencé au Kabila fils, Kabila père, les 1+4, et puis maintenant, la recette onusienne avec Macron, c'est toujours ces dialogues. Les présidents n'en veulent presque pas. Est-ce qu'on ne nous amène pas des dialogues en dialogue Angola, EAC, dans cette distraction mondiale? Ce n'est pas une distraction. Bon, ce n'est pas une distraction parce que c'est aussi la politique. C'est aussi une autre face de la politique. Les gens se battent, entre-temps ils se retrouvent, ils partagent le café, ils dialoguent. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que la guerre de l'Est, c'était une guerre déjà oubliée. Dans les médias internationaux, c'était oublié. Dans les grands salons, c'était oublié. Voyez-vous? Alors quand le président de la République arrive, il tente de faire ce qu'il croyait, ce qu'il connaissait de l'extérieur du pouvoir. Il tente de faire, ça ne tient pas. Et quand il entre à l'intérieur, il trouve qu'il y a d'autres réalités qui dépasse la connaissance générale. Voyez-vous? Le président attaque de front. Il remet en selle des massacres, une guerre déjà oubliée. Voyez-vous? Et quand il remet ça en selle, on trouve des tireurs de ficelles, même au sein du Conseil d'administration, du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'appareil sécuritaire du pays. Ah, effectivement. On trouve, écoutez, Guterres, il fait un discours, pour moi je trouve que c'est un discours irresponsable. Comment? Il a dit la vérité?
Oui, mais c'est un discours Mais irresponsable. mieux vaut avoir un parent qui vous dit la vérité. Je veux bien. La vérité, on ne la dit pas toujours à haute voix. On peut la dire à voix basse, n'est-ce pas, sur le plan diplomatique. Mais quand on annonce des faiblesses d'une organisation internationale de plus de 200 États face, n'est-ce pas, à une rébellion aidée par un État... Mais c'est pas un cri d'alarme. Écoutez, c'est une perte de contrôle. C'est une perte, ça donne l'impression d'une perte de contrôle. C'est, comment on dit, la détresse. C'est la détresse. Et tout ça, Donc l'ONU est en détresse. en quelque sorte. Et comment voulez-vous, quand l'ONU se dit en détresse, ça veut dire tout simplement, ça veut dire tout simplement que l'ONU connaît quelque chose dans cette détresse, Oui, oui. et que l'ONU attend l'exécution d'un projet qui tarde à venir ou qui tente d'être brouillé dans son Mais exécution. c'est-à-dire, pour terminer, Guterres voudrait nous dire autrement qu'attention, il y a quelque chose qui s'est fait contre votre pays. Absolument. Exactement. Et c'est là où je trouve le bon côté de son discours. Mais moi, je dis Et qu'il y a, comme le chef l'a répété lors de la tribune, la 77e Assemblée, et qu'il y a certaines complicités au sein, parce que ce n'est pas à Guterres de donner des armes et d'acheter des avions pour la MONUSCO et de donner le go. Ça Exact. vient des pays membres. Mais justement. Et les pays membres qui sont permanents et qui sont aussi cités dans cette affaire de la balkanisation à l'est du pays. Serge, je vais épingler la question, mais bien avant, je vais faire une digression sur la question de Maïndombe. Les tireurs des ficelles, lorsqu'on dit qu'il y a une main noire ici, il y a des gens aussi, moi je le pense, sur le plan politique, qui manipulent les chefs coutumiers. Regardez, dans chaque province, village, il y a des assemblées. Il y a l'Assemblée nationale ici à Kinshasa, il y a le Sénat. Il y a toujours un quota des chefs coutumiers qui sont pris dans les provinces pour arriver dans les assemblées. Ouais. Qu'est-ce que l'on ne promet pas à ces chefs coutumiers-là? Aujourd'hui, par exemple, Mouzito vous a dit, j'arrive dans Aquamout, je reçois une délégation des chefs coutumiers. Aussitôt parti, d'autres délégations arrivent pour vous dire, c'est nous les vrais chefs coutumiers. Et les autres là partent, d'autres viennent encore, c'est nous les vrais chefs coutumiers. Et d'ailleurs, tous ces chefs coutumiers récusent un grand chef, je crois, Montiave, disent-ils, il a été intronisé à Kinshasa, il habite à Kinshasa, les vrais chefs coutumiers sont chez nous là-bas. Il y a une prolifération des chefs coutumiers qui sont en bataille pour occuper les institutions dans les grands enjeux. Oui. Et ça fait l'élite des politiques qui veulent être députés demain, etc. Sénateurs de la aussi. zone, sénateurs aussi. Et c'est ça l'honnête question. Et donc, sur ce plan-là, je pense que c'est une analyse qui tient aussi. Oui. Et s'agissant de la Mais question... j'ai appris que la ministre ou le ministre près le président avait fait déplacer un faux chef coutumier pour l'amener ici et que même les VPM de l'intérieur étaient surpris. Ça, c'est tout. Mais regardez-moi des choses Ça, comme c'est tout ce que nous avons appris. Vous amenez au chef de l'État un faux chef coutumier. Et vous êtes ministre près le chef de l'État. Et ça me dirait si c'est un ancien catcher. Oh, Ben je sais ce que nous avons appris. Je ne confirme pas. Un ancien catcher qui a été intronisé à l'Afrique et il a été chassé par les vrais chefs coutumiers de notre côté. Voyez où on amène les affaires du pays. On Il ne faut peut pas laisser accepter la ça. question sécuritaire être traitée par les techniciens. Les techniciens dans les cas d'espèce, c'est le vice-premier ministre qui est le patron de l'intérieur et non un ministre. crois qu'on doit Mais se je veux limiter là. chuter, c'est important sur la question de la sécurité nationale. Oui. Parce qu'on parlait ici du discours du chef de l'État. Vous avez posé une question très pertinente. Quelle est la recette après le discours du chef de l'État? Serge, je vais vous choquer comme l'Ifocodiciel a choqué les gens. Je pense que pour que la RDC soit prise au sérieux, il y a une seule recette qui nous reste. Je le dis et je le redis toujours. Il faut prendre les armes, il faut attaquer le Rwanda, il faut prendre Kigali. Lorsque la communauté internationale verra la RDC, le drapeau de la RDC être brandi à Kigali et y siéger pendant plus de 2 ans, tout le monde nous prendra au sérieux. Tout le monde nous prendra au sérieux. Parce que lorsqu'on dit la communauté internationale est avec le Rwanda, écoutez, c'est quoi la communauté internationale? C'est une nébuleuse. La communauté internationale n'est pas un corps. Ce n'est pas un corps, on dit c'est lui la communauté internationale. Dans la vie, il faut balancer les intérêts. Les intérêts politiques sont divergents. Ce n'est pas un seul individu ou bien ce n'est pas... ça varie selon les temps, Nous selon les pouvons temps. basculer ce rapport de force. Le Rwanda, aujourd'hui, extrait de l'or. Le Rwanda a une usine d'extraction d'or, alors que le Rwanda ne produit pas de l'or. C'est un secret de polichinelle que le Rwanda pille de l'or de la RDC. Et donc, si nous voulons renverser la situation, Serge Kabongo, la Chine a été colonisée par le Japon pendant 100 ans. Le Japon soutenu par les Anglais. Les Anglais. Mais écoutez, un jour, les Japonais ont pris des armes. Ils ont dit, jusqu'à ce que les Chinois, jusqu'à ce que le dernier Chinois, va tomber. le sang du dernier Chinois va tomber, et tout le monde a pris les Chinois au sérieux. Les Anglais sont partis, les Japonais sont partis.
Je pense que les chefs de l'État, On attend la mobilisation générale. Les discours de Tshisekedi, je termine par là. Les non-dits de ces discours-là, c'est quoi? C'est que nous devons faire une action d'envergure qui va faire à ce que tous les pays voisins nous respectent. L'Ouganda ne nous respecte pas. L'Angola ici a notre pétrole. Si nous bougeons les intérêts de l'Angola, ils peuvent facilement nous attaquer. Si les RCA peuvent facilement constituer la base arrière, c'est parce que tous sont conscients et convaincus que le Grand Congo qui regorge 100 millions d'habitants, qui tremble entre guillemets devant 10 millions ou 20 millions d'habitants rwandais, sont faibles. Mais le jour où nous allons entamer une action d'envergure, Serge, il faut que ce soit une action effectivement d'envergure. Nous prenons Kigali et les RCA va plier la queue et tous ces autres pays vont plier la queue. Et je pense qu'avant que les mandats de Tshisekedi se terminent, cette action va arriver. Prenons date aujourd'hui. Très bien, d'où Jésus, Bélédou. RCA vraiment, RCA. Faustin Archange Touadéra. Non, je ne pense pas. Bon. Vous pensez que chez nous, à l'Équateur, là, on ne blague pas là-bas. Là-bas, posez la question à Bemba. Bemba qui fête avec son MLC les 5 ans aujourd'hui. Toutes les bonnes chances, nous vous jetons des fleurs. Vous savez combien l'Équateur a donné à Bemba comme fils et digne fils pour faire sa rébellion. Là-bas, on n'entre pas facilement. Posez la question à Musée Laurent Désiré Kabila. Avant même que Bemba et les MLC arrivent, c'était des jeunes qui avaient pris les armes pour chasser déjà les FACA. Donc, faites attention. Allez, un mot sur le Sénat, parce que Doudjezi a commenté sur ça. Oui, mais je crois que quand on a besoin d'un état de droit, il faut apprendre à respecter les règlements intérieurs. C'est pratiquement dans la hiérarchie des lois, c'est la dernière loi. Bah, tu t'en es rendu compte aujourd'hui? Vous savez, les enjeux électoraux, ce sont des enjeux qui prennent l'énergie de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui. Ah oui, ah oui. Là, il faut le dire. C'est déterminant. Il faut le dire. Cet élément ne devait pas être dit aujourd'hui. Ça devait être au début du mandat. Il fallait rappeler le règlement intérieur et tout ça, le président, ainsi de suite. Quand ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités, n'est-ce pas, qui peuvent être gênants, n'est-ce pas, et qui ont manifesté une faiblesse dans la régularité, dans la présence aux réunions, et on va les évincer. C'est pour les affaiblir aussi. Ah oui. C'est pour les affaiblir. En plus, il y a aussi une éthique là-dessus. Quand on vous paye pour quelque chose, vous devez travailler. Vous devez travailler pour ça. On vous a délégué pour représenter la population au Parlement. Vous devez travailler, vous devez être régulier, vous devez... Et surtout qu'eux ne travaillent que 6 mois. Ouais, 6 mois par an. Par an. 6 mois par an. Mais ils sont payés 12 mois sur 12. Voilà. Donc, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Eh bien, c'est généralement, ce sont des plaies comme ça, dans lesquelles le politique pise, n'est-ce pas, pour soit briser certains, briser les os de certains. 24 ans du MLC, mouvement rebelle, parti politique. Les MLC a été aux élections de 2006. Les MLC a perdu ces élections dans des conditions que vous connaissez tous. Ouais. Les MLC a accepté de faire l'opposition à Kabila. Il a donné ses députés, 64. Mais aujourd'hui, les MLC a fait aussi l'opposition à Kabila lors du deuxième mandat. Décapité, son président est allé en prison. Enfin, il rentre, comme un fait du hasard, il est en coalition avec Félix Tshisekedi, 24 ans aujourd'hui. Est-ce que c'était un parti qui a contribué pour l'unité de ce pays? À la fois pour la destruction et l'unité du pays. Ouais. Parce qu'en étant un mouvement rebelle, oui. C'est-à-dire on est venu détruire. Parce que moi je ne connais pas quel était le cahier de charge du MLC. Les rebelles disent que c'était pour le rétablissement d'un nouvel ordre politique. Non, ce n'est pas avec les armes qu'on établit un nouvel ordre politique. Donc, destruction aussi, mais aussi construction. Très tout à fait normal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand un parti commence par être un mouvement rebelle et qui devient un parti politique classique, est-ce qu'il y a un changement du discours? Est-ce que l'idéologie du parti a changé? Est-ce que le projet de société a changé? La mutation. Comment s'est passée cette mutation? Y a-t-il d'abord mutation d'abord? Est-ce qu'elle s'est passée dans les conditions normales? Comment expliquer que l'ensemble des cadres du MLC, qui était un grand parti qui regorgeait beaucoup de cadres, il n'en a plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement de politique? Ils étaient partis voir Kabila. Effectivement. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'opposition. Je veux bien. C'est la maladie de tout le monde. Ouais. C'est le ventre, mon frère. Il n'y a pas un autre débat. Justement. C'est là qui étaient bembistes hier, ils sont devenus kabilistes, mais après ils sont devenus tshisekidistes. Voilà. Je ne peux pas les citer. Tout à fait. Parce qu'on parle du MLC. Je crois que cette transition doit être clairement visible auprès de l'observateur que nous sommes, auprès aussi de la population. On doit comprendre que le MLC n'est plus un mouvement rebelle, il est devenu un parti politique. Et voici ces rénovations.
voici son projet de société, voici sa vision et voici son leader. Très bien. Okay? Nous représenter ce Mbemba que nous on a connu prisonnier, nous le représenter sous d'autres aspects, n'est-ce pas, et nous donner d'autres aspects de son leadership avec un autre discours. Ah oui, ça c'est très bien dit. On va se limiter là pour aujourd'hui. Mais moi, je pense que le MLC a quand même existé à plusieurs tempêtes. C'est un peu comme le phénix. Ça renaît de ses cendres après l'arrestation et l'incarcération de Mbemba, 10 années. Vous avez vu les cas de partir, etc. Mais ce parti-là a existé, a traversé les époques. Aujourd'hui, on parle encore du MLC sur ce plateau. Au premier plan, c'est-à-dire aux côtés de l'IDPS. C'est-à-dire que le MLC, c'est un parti qui, même si demain Mbemba n'existait pas, je pense, peut continuer à exister au regard des éléments que nous avons évoqués, qui a résisté. Par contre, le grand Palou, aujourd'hui, qui était aux affaires pendant 11 ans avec Kabila. Un parti qui était aux affaires, un parti qui a donné à Kabila la primature, toute la crédibilité, mandats, toute la crédibilité. Mais aujourd'hui, le Palou se meurt. J'avais lu quelque part que le Palou allait faire une alliance avec un petit parti créé tout récemment là. Je me suis dit, que se passe-t-il sur le Palou? Et je pense que là où Gizenga est là, sa tombe est en train de se C'est mieux de parler de nos partis politiques Bélédou parce que ce sont des faits privés, mais qui gèrent la République. Absolument. Nous devons comprendre c'est quoi les partis politiques, pourquoi vous pensez que demain vous devez gérer un très bon débat. Le pays. Oui. Exact. Quelles sont vos tendances, quels sont vos choix, les choix par exemple sur des questions environnementales, les choix du MLC sur la question sécuritaire, les choix du MLC sur la question des problèmes pétroliers et gaziers. Mais les changements des narratifs, c'est justement aussi ça. Aujourd'hui, quand vous suivez les débats des confrères sénégalais, burkinabés, etc., les débats et des fonds. Mais écoutez, on vous parle des projets de société des partis politiques, la perception des choses des partis politiques, sur la question des santé, sur la question de la forestation, etc., l'éducation. Et les débats, c'est autour des idées, autour des perspectives. Et malheureusement, c'est à nous aussi, journalistes politiques, d'échanger ces narratifs-là et de nous dire, lorsque nous recevons un politique, vous dites que vous êtes socialiste, mais dites-nous, en étant socialiste, en quoi vous l'êtes? Parce que vous arrivez au pouvoir, vous dites nous sommes des libéraux, nous sommes des socialistes, vous arrivez au pouvoir, vous appliquez les programmes contraires à votre idéologie et vous faites de l'opposition à notre parti qui partage la même idéologie que vous. Et malheureusement, c'est un toïboï qui ne dit pas son nom. Et c'est ça malheureusement le parti politique. On drogue les jeunes, on leur donne les chinchampa, les trucs, allez danser et vous revenez. Je rends l'antenne. Voilà. Merci beaucoup à vous, cher Jésus Bélédou. J'espère que vous allez quand même passer un peu de temps avec nous à Kin. Vous avez beaucoup voyagé ces derniers temps. On a besoin de vous. Pas nous comme journalistes, comme frères, mais aussi les téléspectateurs pour vos analyses. Et merci à vous aussi, cher Joseph Kongolo. Merci bien. Je crois qu'on va un peu rester à Kin. D'accord. On va rester à Kin. On va rester un peu à Kin. On va laisser les avions. Je prends rendez-vous avec vous, madame, ici. Ça sera lundi. Avec le même plaisir. Au revoir.